Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment la pensée grecque, dès l'origine, a pu façonner nos idées modernes sur la liberté, la démocratie, l'état de droit, le pluralisme, la démarche scientifique, et comment cet héritage peut encore nous inspirer aujourd'hui. Alors, le développement du commerce maritime a joué un rôle crucial dans le développement de la prospérité, mais aussi des idées. La Grèce n'était pas un milieu propice à une économie d'agriculture, comme vous pouvez le voir dans cette image avec le plan de ce qu'était la Grèce à l'époque, c'est-à-dire une espèce d'archipel de petites îles. Et donc, c'est vers la navigation et le commerce que les Grecs se tournèrent à l'époque pour assurer leur prospérité. Ils ont appris à construire des bateaux qui étaient performants, qui allaient vite, qui étaient résistants, non seulement pour la guerre, hein, pour la défense, mais également pour la pêche, le commerce, etc. Donc, en fait, le commerce a joué un rôle vraiment essentiel dans le développement des conditions économiques et de la prospérité nécessaires au développement politique, philosophique et artistique qu'on a vu par la suite. Alors, ce qui a joué aussi un rôle très important, c'est l'essor des échanges et l'influence de l'Égypte et de la Mésopotamie. Ces échanges n'étaient pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi des échanges d'idées, des confrontations de points de vue. Les Grecs avaient leurs mythes, mais les Égyptiens avaient d'autres mythes, hein, et donc les Grecs ont pu découvrir que, eh bien, il n'y avait pas une vérité, mais plusieurs approches, et ils ont pris la mesure de ce pluralisme. Donc l'accroissement des échanges commerciaux a permis au monde grec d'interagir de plus en plus avec l'Égypte et la Mésopotamie. Alors ce sont deux régions de la Méditerranée qui sont considérées un peu comme les berceaux de la civilisation, hein, sur le plan de l'écriture, sur le plan des premières formes d'administration, des villes, sur le plan par exemple, des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine. Cette exposition aux connaissances égyptiennes et mésopotamiennes a stimulé la pensée grecque et jeté les bases de leur propre réalisation scientifique et philosophique. Les Grecs ont non seulement adopté ces connaissances, mais les ont également transformées et développées, conduisant à des avancées significatives dans les divers domaines du savoir. Alors c'est ce qu'on va voir de plus près maintenant. D'abord, on peut parler de la naissance de la politique avec la cité. Alors, on sait que la philosophie a joué un rôle très important, mais en fait, cette philosophie n'a pu naître qu'au sein d'un milieu politique. Ce milieu politique, c'est la cité. Alors, pour comprendre la cité, il faut d'abord comprendre, premier point, la rupture avec le passé. La démocratie athénienne, qu'on connaît et qu'on cite souvent comme un modèle, a représenté une rupture majeure. En effet, dans les sociétés antérieures, il ne pouvait y avoir de politique au sens d'une discussion sur les règles sociales, car celles-ci étaient imposées de manière transcendante par le mythe. Donc en fait, le premier point, c'est une rupture avec la pensée mythologique ou, on va dire, magico-religieuse. Parce que dans cette pensée mythologique, eh bien, l'organisation sociale et politique vient d'en haut. Elle est imposée par la tradition. Et donc, elle n'est pas discutable. Alors que le propre de la cité grecque, et évidemment de la démocratie également, eh bien, c'est que la loi peut être discutée par les citoyens eux-mêmes. Donc on passe d'une société tribale, extrêmement rigide et figée, à une société ouverte, où la loi émane des citoyens eux-mêmes. Deuxième point, l'émergence de la police. Alors la police, hein, ça signifie la cité, hein, en grec. Donc l'apparition de la police constitue un événement décisif. Elle marque un commencement, une véritable invention. Par elle, la vie sociale et les relations entre les hommes prennent une forme neuve. Oui, parce que justement, la police, la cité, n'est pas régie par une loi éternelle qui serait la loi du cosmos, une loi immuable, mais elle est régie par les hommes eux-mêmes, qui sont en mesure
de faire émerger des institutions qui sont différentes dans le temps, dans l'espace. La loi est variable, elle est discutée à l'agora sur la place publique. Donc, ça conduira par exemple Aristote, dans son recueil qui s'appelle Les Politiques, à définir justement l'homme d'abord comme un animal politique, c'est-à-dire un animal qui naturellement est capable de s'organiser et non pas d'une façon immuable, mais justement en fonction de ses besoins, en fonction des circonstances, mais aussi il définit la politique comme la faculté de délibérer sur le juste et l'injuste. C'est-à-dire qu'à la différence des animaux qui agissent uniquement par instinct, eh bien, l'homme est capable de parole. Et par la parole, eh bien, il exprime un désir de justice et il discute avec les autres de la manière d'établir cette justice. Donc, troisième point, la prééminence de la parole. Hein. En effet, le système de la police implique une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir. Elle devient l'outil politique par excellence, la clé de toute autorité dans l'État. En grec, la parole se dit logos, et logos, ça désigne également la raison. Et donc, on voit apparaître dans la cité grecque, eh bien, le discours, à la fois comme art de convaincre, par le raisonnement logique, et justement par la philosophie, la science, mais aussi on voit apparaître la rhétorique, c'est-à-dire l'art de persuader, par le fait de bien parler, et l'art du coup de toucher la sensibilité du public, de toucher les émotions. Donc la philosophie ou la logique, d'une part, et la rhétorique, d'autre part, sont véritablement les deux sciences de la parole qui émergent à cette époque. La liberté politique. Alors, les Grecs ont inventé, et c'est comme ça que souvent on parle d'un miracle grec, ils ont inventé ce concept de liberté politique par opposition à la domination tyrannique. Et Hérodote, dans son livre qui s'appelle Historia, qui veut dire l'enquête, hein, et le poète Échille, dans sa tragédie Les Perses, vont illustrer cette conscience que les Grecs avaient d'être libres et la fierté qu'ils en tiraient. Pour opposition avec les Perses, parce qu'en effet, les Perses, c'était un peuple qui a souvent essayé d'envahir la Grèce. Ils étaient extrêmement nombreux, puissants, et pour autant, les Grecs n'avaient pas peur des Perses parce qu'ils considéraient les Perses comme des esclaves. Ils étaient simplement sous la domination d'un maître, l'empereur, alors que eux, ils étaient des hommes libres. Ils n'avaient pas de maître où leur seul maître était la loi. Et par là, ils se considéraient comme supérieurs aux Perses. Et d'ailleurs, on trouve un témoignage de cela qui nous est raconté par Jacqueline de Romilly dans ce petit passage que je vous cite. Hein. C'est extrait d'un livre de Jacqueline de Romilly qui s'appelle La Grèce antique à la découverte de la liberté. Les Grecs eux-mêmes semblent avoir mesuré cette originalité et en avoir pris conscience au début du 5e siècle dans le choc qui les opposa aux envahisseurs perses. Et le premier fait qui frappa alors fut qu'il existait entre eux et leurs adversaires une différence politique qui commandait tout le reste. Les Perses obéissaient à un souverain absolu qui était leur maître, qu'ils craignaient, et devant lequel ils se prosternaient. Ces usages n'avaient pas cours en Grèce. On trouve un étonnant dialogue qui, dans Hérodote, oppose Xerxès à un ancien roi de Sparte. Ce roi annonce à Xerxès que les Grecs ne lui céderont pas, car la Grèce lutte toujours contre un asservissement à un maître. Elle se battra quel que soit le nombre de ses adversaires. Car si les Grecs sont libres, ils ne sont pas libres en tout. Ils ont un maître, la loi, qu'ils redoutent encore bien plus que tes sujets ne te craignent. Voilà, donc on a cet empereur perse qui projette d'envahir la Grèce et il fait venir un ancien roi qui était là-bas en Perse et il lui dit crois-tu que les Grecs vont me résister? Et cet ancien roi lui dit eh bien oui, crains le pire parce que les Grecs sont libres
et ils feront tout pour sauver cette liberté. Alors que toi, tes soldats, ils sont esclaves et ils fuiront. L'idée de liberté sous la loi, cette idée, elle est théorisée par Aristote. Pour lui, la tyrannie, c'est l'obéissance à un homme, et la liberté, c'est l'obéissance à la loi. Alors pourquoi obéir à la loi rend libre? Alors je lis cette citation d'Aristote. Vouloir le règne de la loi, c'est vouloir le règne exclusif de la raison. Vouloir au contraire le règne d'un homme, c'est y ajouter celui d'une bête sauvage, car le désir et la colère faussent le jugement des gouvernants, fussent-ils les meilleurs des hommes. Donc en effet, pour Aristote, ce qui fait la supériorité de la loi sur un homme, c'est que la loi, elle est impersonnelle, elle ne varie pas, elle est permanente. Alors qu'un homme, il est sujet à des émotions, à des caprices, à des instincts, et par conséquent, il n'agit pas toujours de façon rationnelle. Donc, l'obéissance à la loi, c'est l'obéissance à la raison. Et c'est la possibilité, du coup, pour les hommes de faire ce qu'ils veulent de façon responsable, en sachant quelles sont les limites. Hein. Ce sont les limites qui sont fixées par la loi, mais dans ces limites, eh bien, chacun peut faire ce qu'il souhaite, chacun peut être libre et responsable de ses propres choix. Et on a aussi l'émergence de l'idée d'égalité devant la loi, hein, qui est propre à la démocratie athénienne, où tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient riches ou pauvres. La quête de vérité et le pluralisme. Ici, on va aborder plus spécifiquement l'émergence de la philosophie, comme une quête de sagesse. Hein. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Et cette philosophie, alors souvent on cite Socrate comme le premier philosophe, mais en fait il y a eu des philosophes avant Socrate, mais que l'histoire a moins retenu. Mais disons que les premiers philosophes comme Thalès, Pythagore et d'autres, eh bien, ce sont ceux qui ont cherché à comprendre le monde par la raison et non plus par le mythe. Les premiers philosophes, qu'on appelle présocratiques donc, cherchent à comprendre la nature, physis en grec, par la raison et non plus par des entités surnaturelles. Hein, donc ils vont chercher à expliquer la nature par la nature, en fait, hein, par des causes, et des causes qu'on pouvait observer et qu'on pouvait déduire par la raison. Donc le principe fondamental qui est posé par ces premiers philosophes, c'est que les éléments du cosmos sont tous soumis à une même loi, hein, qui est la loi de la nature, et que nous pouvons connaître de façon universelle et de façon permanente. Donc, l'univers est rationnel, il constitue un ensemble structuré que l'homme peut découvrir avec sa raison. Donc c'est le passage du mythos, le mythe, au logos, la raison, et au discours rationnel qui constitue la philosophie. Et c'est ainsi que un philosophe du XXe siècle, Karl Popper, a crédité l'Antiquité grecque de l'invention du rationalisme et de la pensée scientifique, mais également aussi du pluralisme. Alors, on va voir ça dans une dernière diapo. En effet, pour les Grecs, le seul moyen dont nous disposons pour approcher la vérité, eh bien, c'est la discussion, et la discussion critique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les livres que Platon a écrits, vous savez que Socrate n'a pas écrit, hein, mais qu'il est présent dans les livres de Platon, eh bien ces livres sont des dialogues. Il n'a écrit que des dialogues, Platon, précisément parce qu'il croyait fondamentalement que le dialogue était un moyen, eh bien, de progresser vers la vérité. La vérité n'est pas quelque chose qu'on peut énoncer immédiatement, mais quelque chose qui émerge de la discussion, c'est-à-dire d'une confrontation dans laquelle les opinions vont se corriger mutuellement, hein, par la critique, par les objections, par la réfutation. On va appeler ça aussi par la suite la dialectique. Hein, c'est un terme qui est très présent chez Aristote et qu'on retrouve ensuite aussi à l'époque moderne, chez notamment Hegel. Alors le faillibilisme, nous dit Karl Popper,
Eh bien, c'est quoi? C'est le fait que personne ne sait tout. Aucun homme n'est infaillible. Personne n'est à l'abri de critiques. Et donc, le faillibilisme, c'est ce qui caractérise la science, en fait. Le progrès de la science, c'est un progrès qui repose sur des conjectures, c'est-à-dire sur des hypothèses et sur des réfutations. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vérité définitive dans les sciences. Nous pouvons toujours réfuter les théories qui sont proposées à partir de ces conjectures. Aucune vérité scientifique n'a un caractère définitif, mais toutes les vérités sont susceptibles de perfectionnement. Enfin, troisième et dernier point, le pluralisme. Le pluralisme, eh bien, c'est un moyen de remédier justement à cette faillibilité de l'homme, à cette situation dans laquelle nul ne détient la vérité absolue. Et ce pluralisme n'est pas un synonyme de relativisme, l'idée qu'il n'y aurait pas de vérité. Non, c'est plutôt l'acceptation du fait que la vérité se découvre par la confrontation, par la discussion et par la réfutation. Alors bien sûr, Karl Popper conclut que même si on doit énormément à la Grèce antique, il y a quand même des limites à cette pensée. Notamment, Karl Popper est très critique à l'égard de la pensée politique de Platon, qui est une pensée autoritaire. Hein. La République de Platon, c'est une république qui est gouvernée par les philosophes, mais d'une façon absolument autoritaire. Il n'y a pas de place justement pour une forme de mobilité sociale ou de tolérance ou de pluralisme. Hein. Le pluralisme n'est pas véritablement compris encore par Platon. Et puis, on peut dire qu'effectivement, les classes sociales sont très fermées les unes sur les autres, et il n'y a pas encore cette idée d'humanisme qu'on va voir apparaître un peu déjà dans l'époque romaine, et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo.